Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation de Tiny Epics Vikings, le dernier-né de Scott Almes, édité chez Gameling Games. Alors, le jeu est en anglais, je l'avais backé l'année dernière. Il a un peu tardé à arriver puisque je l'ai reçu avec 3 mois de retard. Il était initialement prévu début février, puis suite à des problèmes de chipping comme on connaît souvent avec Kickstarter, eh bien, les backers ont dû patienter un peu plus. Mais il est enfin là, donc on va le découvrir ensemble. La vidéo d'aujourd'hui sera décomposée en 2 parties. Je vais vous proposer une mise en place avec la découverte du matériel et la préparation d'une partie complète. Et probablement la première ère de la partie, puisque ce jeu se joue en 3 aires. Voilà, donc je diviserai certainement en 2 la vidéo pour plus de praticité en ce qui me concerne et pour vous mettre en ligne rapidement les premiers éléments concernant ce jeu de Viking. Eh bien, on démarre tout de suite par la mise en place. Comme souvent dans les boîtes de Tiny Epic, on trouve beaucoup de matériel dans la boîte. D'ailleurs, j'ai un peu de mal à la fermer du fait que j'ai slivé les cartes, ce qui n'est pas du tout obligatoire hein, compte tenu de leur qualité. Mais moi, je l'ai fait parce que ce sont des cartes qu'on manipule pas mal. Alors, en termes de mise en place et de matériel, donc on va avoir beaucoup de jetons. Pour ce jeu, vraiment beaucoup. On va en utiliser 80%, vous allez voir, pour une partie en solo. C'est assez impressionnant d'ailleurs parce que on utilise énormément de matériel pour une partie solo, sachant que ce qu'on n'utilise pas, en fait, c'est dû à la randomisation de certains éléments. Voilà, on a des petites cartes comme ça qui sont des cartes de faveur. Alors ça, c'est une mini-extension intitulée Shaman qui est fournie avec la version du jeu que j'ai récupérée. Je ne sais pas si elle sera dans la version retail, j'en sais rien du tout. Je pense que oui, mais je ne peux pas le garantir dans la mesure où moi c'est un jeu issu d'un Kickstarter. Donc je ne peux pas vous le préciser davantage. Ensuite, on a des grandes cartes comme souvent à Tiny Epic. Ces grandes cartes vont avoir plusieurs fonctions. On a d'abord les playmats des joueurs humains. Donc on en a 4, puisqu'on peut jouer à 4 joueurs, chacun représentant en fait son clan et ses attributs de clan. Donc on va voir tout de suite ce que l'on va poser dessus, puisque sur ce playmat, on va venir installer l'ensemble des jetons de chaque joueur. Et puis on a quelques informations qui viennent se révéler à chaque fois qu'on retire des jetons. Alors, tous les playmats sont identiques sur les faces de joueurs humains. Sur l'autre face, on trouve les IA. Donc 4 IA différents, 4 clans vikings ennemis que l'on va pouvoir rencontrer lors de parties solo. Donc pour cette partie, on va rencontrer le clan de niveau vert. J'imagine que c'est le plus facile. Si j'en crois le code couleur qu'on retrouve dans l'ensemble des Tiny Epic hein, lorsqu'il y a des IA. Donc on rencontrera les Ilfing Clan. Voilà. Donc voilà les grandes cartes. Ensuite des cartes de dimension classique. Donc ça doit être du 60 par 88 mm. Et il y en a une cinquantaine. Ce sont les cartes Viking. Sur cette face, on a un dos identique sur toutes les cartes qui nous servira à indiquer lorsqu'on rentre en bataille. Et sur l'autre côté, on trouve les leaders vikings de chaque génération. Toutes les cartes sont différentes. Elles présentent donc le prénom, l'illustration, une rune, une action militaire, une action de leader et une action runique. Points sur lesquels on reviendra durant les premiers tours de jeu. Je ne vais pas vous expliquer tous les détails maintenant pendant cette mise en place. En tout cas, il y en a 50. Alors, ce sont ces cartes que j'ai slivées parce qu'on est amené à les manipuler dans différents moments du jeu de manière assez
assez régulière. Donc, moi, j'aime bien protéger les cartes que je vais utiliser, mais honnêtement, c'est vraiment pas nécessaire, c'est un artifice. Et enfin, on a un plateau. Voilà, un vrai plateau de jeu qui est plié en 3, double face, qu'on va utiliser selon le nombre de joueurs qui participent au jeu. Donc là, pour une partie solo, on va utiliser la face réservée aux 1-3 joueurs, qui se présente comme ça. Donc en fait, c'est un ensemble d'îles et de territoires, séparés par des zones aquatiques, qui sont des fjords en fait, et reliés par des routes qui relient elles-mêmes des points sur chaque zone de terre, soit les îles centrales, soit les zones de terre périphériques. Et ces points sont de deux types. On voit que sur certains types, il y a une cahute là, qui représente un village, et là, un drakkar qui représente, enfin un navire qui représente un drakkar. Dans les deux cas, on a affaire à des ports. Donc ça, il faut bien le comprendre. Il n'y a pas de distinction en matière de gameplay entre les deux points, entre les deux icônes. On les utilisera de la même manière. La seule différence va résider dans le fait que ceux avec le HUD sont des villages. Voilà. Et qu'on va pouvoir agir différemment entre un village et un port. Alors, au niveau mise en place, eh bien, on va commencer par déverser tous les jetons. Je vais les mettre dans la boîte parce qu'il y en a vraiment énormément. Et on les utilise presque tous. Alors, on a pas mal de types de jetons que je vais vous expliquer au fur et à mesure, d'ailleurs. En commençant par les jetons de runes. Il y en a 3 différents. Voilà, on a les runes en forme de C, comme ça, qui sont des runes secrets. Les runes qui ressemblent à un F, qui sont les runes de Wealth. Et enfin, les runes de God's Fury, donc de Fureur des Dieux, qui ressemblent à un N. On retrouve ces runes sur les territoires. Et donc, ce qu'on va faire en début d'installation, on va poser les jetons de chaque rune sur les territoires correspondants. Et on va faire ça sur toutes les îles. Oui, parce que je pense que même celles qui sont en périphérie sont des îles, il me semble bien. Alors, on distingue deux types d'îles, les îles centrales et les îles périphériques, ce qui va avoir une importance après en termes de mise en place de l'IA notamment. Voilà, là on a installé toutes les runes. Il va rester 3 jetons de ce même type dans la boîte. On va les conserver à portée de main parce qu'ils vont nous servir en début de partie. Ce qu'on verra ensuite. Sur le plateau, après avoir mis les runes, on va installer les villages. Les villages sont représentés par ce type de jetons. Donc, qu'on va venir poser sur chaque lieu où est dessinée une hutte, où est représentée une hutte. Donc il y en a pas mal sur le plateau. Mais on ne met pas ce genre de jetons où figure un drakkar. Ce n'est pas la même chose. Ce sont des ports d'attache où figurent les drakkars, mais ce ne sont pas des villages. Voilà qui est fait. Au milieu du plateau, vous remarquez une queue de baleine. Celle-ci a son importance puisqu'elle va représenter en fait la borne centrale du jeu qui va nous permettre, à partir de celle-ci, de compter les déplacements de nos navires globalement et de ceux de l'IA. Donc il faut bien comprendre que le point de départ est cette queue de baleine, en tout cas ce fjord central, symbolisé par une queue de baleine. Voilà en ce qui concerne les jetons que l'on place sur le plateau central. Je ne pense pas en avoir oublié. On va ajouter, en fonction du nombre de joueurs, des cartes faveurs
piocher au hasard dans le paquet fourni dans le jeu. Il y en a 18 fournis. Et dans une partie à 2 joueurs, on va en piocher 8 uniquement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les autres sont remises dans la boîte. Ils ne seront pas utilisés pour cette partie, ce qui confère une certaine rejouabilité. Donc ces cartes-là sont installées de la manière suivante. On va les révéler, enfin on va les placer de manière aléatoire, mais sur leur face révélée, en créant 2 rangées, une en haut, une en bas. Et comme je vous l'indiquais, donc on est bien sur des rangées de 4 cartes, puisque on procède à une installation en mode solo, qui s'apparente à une installation en mode 2 joueurs en ce qui concerne les cartes faveurs. Sur les cartes faveurs, on retrouve également les symboles de runes qui sont présentes sur les îles, comme vous pouvez le remarquer, ainsi que des sacs qui contiennent des ressources sur lesquelles on va revenir un petit peu plus tard, et qui, vous l'imaginez, vont nous servir à payer des actions. Comme élément central de jeu, on a également le plateau, enfin la fiche, qui va nous servir à suivre le déroulement du jeu, sachant que la partie est divisée en 3 aires différentes, 3 périodes consécutives, durant lesquelles on va faire des actions, bien sûr. Et donc, on va commencer le jeu lors de la première ère. Donc, cette planche nous permet de suivre le déroulement de la période de développement de notre clan. Sur cette fiche, on va venir poser un petit jeton spécifique de Raven, donc de corbeau, qui nous permet de suivre l'avancement chronologique d'une ère à l'autre. Et donc, on va poser celui-ci sur la première ère. À côté de ça, on va voir qu'il y a des informations importantes qui nous indiquent que pendant cette ère, on va jouer 4 cartes Vikings. Les cartes Vikings sont celles que je vous ai présentées au début et que j'ai slivées. Donc, on va les mélanger pour constituer un deck Viking que l'on va pour l'instant poser à côté du plateau principal, tout simplement. Au-dessus du plateau principal, on va venir poser également 3 planches de divinité, voilà, qui comportent un dos rappelant l'illustration de la boîte. Dans la boîte du jeu de base, il y a 6 divinités différentes. Alors bien sûr, celle-ci renvoie à des dieux vikings bien connus. On a par exemple Freya, la déesse de la chasse, Odin, le père des dieux, Njnor, le dieu des mers, Sif, le dieu des cultures, Frigg, le dieu de la déesse de la prophétie, Thor, le dieu du tonnerre et de la guerre. Et voilà. Et donc parmi ces divinités, on va en piocher 3 aléatoirement, que l'on va également disposer en haut du plateau. Donc là, on a Thor, Sif et Odin. Et donc, ce sont les 3 divinités qui vont accompagner les clans durant toute la partie. Les autres ne seront pas utilisés durant cette partie-là. Là encore, ça amène une rejouabilité puisque les divinités vont changer d'une partie à l'autre. Sur ces cartes divinités, on va ajouter de manière aléatoire ces petits jetons-là qui sont aux couleurs des runes. Donc là, on voit que c'est un jeton aux couleurs des runes de wealth, de richesse. Et donc, on va les ajouter de manière aléatoire. Donc, je vais les mettre comme ça. On peut tirer au dé aussi, si on préfère. Ces jetons s'intitulent des jetons de Fureur des dieux et nous permettent de suivre la montée en puissance de chaque divinité. On va voir que les dieux vikings sont omniprésents durant la partie et peuvent accompagner les clans à certains moments. Au niveau
du plateau central, des éléments communs à l'ensemble des joueurs. On est bien, on a fait le tour. Il va nous rester un jeton ici, donc qui est un grand dracard, qui est le jeton de premier joueur en multijoueur, mais qui, on va le voir, a une autre fonction en solo. Donc je vais le mettre de côté. Après avoir finalisé l'installation de tous les éléments centraux et communs à tous les joueurs, on va passer à l'installation du matériel des joueurs. En mode solo, cette installation va concerner un joueur humain. Donc moi, je jouerai en jaune sur ce playmat-là, avec l'ensemble de ces jetons qu'on va détailler ensuite, plus quelques jetons ici. Et l'IA, quant à elle, je vous l'ai dit, on va utiliser le clan du Ylfing Clan, la fiche du Ylfing Clan, et elle a la particularité d'utiliser deux fiches, donc la fiche de clan, à proprement parler, mais également une des deux fiches restantes côté joueur humain, qu'on va utiliser quasiment de manière identique, d'ailleurs, au joueur humain. Alors, comment on installe? Eh bien, pour le joueur humain, je vais faire les deux en parallèle, puisque les installations sont presque similaires, à 90%. Donc, comment procède-t-on? Pour le joueur humain, on va simplement récupérer les trois types de pions de sa couleur différents. Donc là, on a, si il ne se sauve pas, on a les colons, voilà, qu'on va placer sur les slots situés en haut du plateau. Les temples qui sont pour moi, alors c'est désigné sous le terme de temple dans la règle, mais pour moi c'est le siège du pouvoir, c'est la hutte du Jarl, du chef de clan. Donc c'est un autre nom, je vais le rechercher pour vous le donner, parce que thématiquement je préfère utiliser ça. Et on en a deux qu'on va poser sur notre fiche. Et puis on a des dracars qui vont venir sur les slots réservés en bas à gauche. Alors on voit que sur chaque slot, qu'il s'agisse de temples ou des dracars, il y a en dessous des petits icônes qui vont nous rappeler certaines ressources. Voilà, par exemple, sous les dracars, on a l'icône qui rappelle ce jeton, et donc qui sont des ressources qu'on débloquera lorsqu'on viendra prendre un pion sur cet emplacement. Donc ensuite, il suffit de compléter. Donc au démarrage, on a 6 colons, 6 jetons de colons. Trois dracars qui viennent se poser sur le playmat, et un dracar supplémentaire qu'on va conserver à côté pour le moment du playmat. Ensuite, on a un compteur de points de victoire qui se retourne, voilà, et qu'on va venir poser plutôt ici à côté de la fiche désert. Et donc là, on a déjà procédé à l'installation quasi complète du joueur humain. Pour être tout à fait exhaustif, on va venir simplement poser sur cette case-là, où apparaît un 2 et 3 petits cercles, les jetons de ressources. Alors dans ce jeu, on a 3 types de ressources. On a la nourriture, le blé, le bois, et enfin l'acier. Chaque ressource nous permettant de payer des actions pendant la partie. Au début de la partie, c'est pour ça qu'on a l'illustration des jetons sur le numéro 2, on a 2 unités de chaque ressource pour le joueur humain. Et là, notre installation est terminée et le joueur humain est quasi prêt à démarrer la partie. Il va nous rester à positionner notre jeton dracar sur le plateau, mais ça on va le faire au même moment que de positionner celui de l'IA. Justement, en parlant d'IA, on va procéder à la même installation. La différence que l'IA ne va pas utiliser seulement
les jetons d'une couleur, mais il va utiliser les jetons de 2 couleurs. C'est-à-dire que sur chaque slot, on va venir poser 2 jetons. Alors moi, je pose un jeton de chaque couleur, mais ça n'a pas d'importance. Comme ça, de manière à les empiler, pour créer la réserve de l'IA. On va faire pareil avec les dracars. Alors les couleurs n'ont pas d'importance, hein, ça c'est au goût de chacun. Voilà. Et bien sûr, on va répéter l'opération avec les temples. Il faut que vraiment que je retrouve le nom de la hutte du chef. Et on va compléter comme ça l'ensemble des slots avec tous les jetons. Je vais le faire hors caméra, je reviens tout de suite. Quand tous les pions sont installés, on se retrouve avec un playmat qui s'apparente de manière très proche à celui du joueur humain, mais qui est bien plus fourni en pions, du coup, puisqu'on a le double du nombre de jetons pour le clan ennemi. La spécificité qui distingue le clan ennemi, donc l'IA, du joueur humain, c'est l'installation des jetons ressources. Alors, il en a 3 comme nous, ou elle en a 3 comme nous. Seulement, on ne va pas les positionner sur la case numéro 2 du playmat où sont les jetons, mais sur le playmat spécifique au clan Ilfing, selon l'iconographie présentée par la fiche. Donc, on voit que le jeton nourriture va être positionné en début de partie sur le 0 en haut, le bois ensuite au milieu, sur la ligne du milieu, et enfin l'acier sur la ligne du bas. On voit aussi que chacune de ces ressources est munie d'une échelle, et cette échelle est illustrée par de l'iconographie qui va représenter, on le verra, des actions spécifiques du clan qui interviendront pendant la partie. Comme nous, il reste à l'IA 2 dracars qu'on ne peut pas mettre sur un slot sur la fiche, et ainsi que 2 compteurs de score. Alors on va en utiliser un seul pour suivre le score en fin de partie de l'IA, donc celui-ci on va le mettre à côté de la fiche d'air. L'autre ne sera pas utilisé, on va le remettre dans le sachet. Les 2 dracars là ne seront pas utilisés non plus, on va les ranger également. Elles seront remplacées par le dracar, le pion de premier joueur, qui va en mode solo indiquer la cible de l'IA. Donc on va voir qu'il y a un fonctionnement particulier de ce point de vue-là. La 4e couleur, bien sûr, ne sera pas utilisée, on va la ranger aussi. Donc voilà, on utilise vraiment une grande quantité de pions par rapport à ce qui est proposé au départ. Et puis, les derniers jetons pour suivre les ressources ne seront pas utilisés non plus, donc on les range également. Voilà pour l'installation du joueur humain et de l'automa. Il reste maintenant à positionner les joueurs sur le plateau central pour pouvoir démarrer la partie. Pour l'IA, eh bien l'IA va démarrer sur l'une des 3 îles intérieures déterminées au hasard. Pour les déterminer au hasard, alors Scott Almes nous demande de prendre les jetons, de les mélanger dans sa main et d'en lâcher une, voilà, au hasard. Moi, je vais plutôt faire un tirage au sort au dé. Donc, je vais disposer les trois runes et je vais jeter un dé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce qui déterminera la position de l'IA au démarrage. Donc, c'est le 1. Donc, le camp Ilfing va contrôler l'île du Nord, située au départ, située au milieu du plateau. Alors, une fois que l'île est déterminée, l'IA prend la rune, la pose à côté de son plateau. Celle-ci va constituer une rune active, on y reviendra. Et elle va positionner son dracar
sur le port le plus à gauche de l'île, mais toujours dans le fjord central. Donc là, on est sur ce dock-là. Après ça, l'IA va prendre le contrôle de cette île en lançant ses premiers colons. Donc on va prendre les colons les plus à gauche sur le playmat et on va venir les poser sur l'île. À chaque fois qu'un joueur prend le contrôle d'une île, il va venir augmenter la fureur des dieux qui correspond à la rune de l'île. Donc là, en l'occurrence, les runes de Wells correspondent à Odin. Donc on va venir augmenter le niveau de fureur d'Odin de 1. Tout ça nous permet d'avoir la position de départ de l'automa et les premières conséquences sur le territoire que nous allons devoir contrôler. En ce qui concerne le joueur humain, il nous reste simplement à positionner notre Drakkar, qui n'est pas sloté sur le playmat, sur l'un des fjords qui touche la bordure extérieure du plateau. Alors on choisit, on le met où on veut. Donc moi, dans la mesure où l'IA est là, je vais mettre notre Drakkar ici, pas être trop près au départ. Voilà, on est prêt à lancer la partie. Je vais simplement repositionner un petit peu les plateaux des joueurs IA et humains pour qu'on ait plus d'aisance. Et on va pouvoir démarrer la partie. Donc on démarre la partie sur la première aire indiquée par le corbeau. Et cette aire nous permettra d'effectuer 4 tours d'action, comme indiqué sur le plateau. La notion d'ère ou de période consécutive ramène à la thématique, aux principes thématiques centraux du jeu qu'il faut bien comprendre, puisque dans Tiny Epic Viking, le joueur n'incarne pas un chef, un jarl ou un héros quelconque, ou un personnage humain et viking, mais plutôt un clan dans son entièreté. Ça veut dire qu'on va diriger ce clan à travers son histoire, à travers les âges et à travers plusieurs générations. Chaque tour de jeu va correspondre à une génération et chaque génération va être symbolisée par un leader et chaque leader sera illustré par une carte et cette carte comportera les actions de ce leader. C'est ce qu'il faut bien comprendre en fait. À chaque fois qu'un leader va agir, il va le faire dans son intérêt propre, immédiat, en tant que leader et chef du clan, mais également avec des enjeux liés à l'héritage du clan, puisque son action va conditionner finalement le devenir du clan dans le futur et les actions à venir des leaders qui vont le succéder. En matière de gameplay, s'il y a 3 aires, chaque aire est décomposée en 3 phases. La première phase est une phase de draft de cartes qui va nous permettre de récupérer les leaders que l'on va choisir pour agir pendant l'ère en question. La deuxième phase sera la phase d'action des leaders. Et la troisième phase sera dédiée à une étape de nettoyage qui nous permettra de préparer l'ère suivante. Lors de la première ère, on voit sur l'ère Amat que nous aurons 4 tours d'action. Et pour préparer cela, eh bien, on va organiser le draft de la manière suivante. On va disposer 5 paquets de 3 cartes, piochés au hasard devant nous, bien sûr. Pourquoi 5? Parce qu'en fait, c'est 4 plus. Donc 4 le nombre d'actions, plus 1 à chaque fois. Pour la deuxième ère, ce sera 5 plus 1, et pour la troisième ère, ce sera 6 plus 1, puisque au fur et à mesure des âges, j'imagine que le clan va s'installer davantage, va s'ancrer davantage dans
dans le paysage, et du coup les moyens d'action seront plus étendus, et donc les générations se succéderont davantage. Donc on constitue nos 5 paquets de 3 cartes. Voilà, les autres cartes sont mises de côté pour l'instant. Et puis, on va prendre au hasard un premier paquet. Et dans ce paquet, du coup, on retrouve 3 leaders différents. Et parmi ces 3 leaders, on va en sélectionner un qui va venir dans notre main. Alors, par exemple, on a Sigrid, là, qui nous permet, donc sur laquelle on peut voir qu'elle a une force moyenne au niveau militaire, qu'elle permet de faire une action. Alors, les bateaux comme ça, c'est des actions de navigation. De voyage maritime, et enfin une action de rune qui lui permet de se lancer dans une bataille si elle réunit les conditions nécessaires. On a également Revina, qui elle a 600 en capacité de militaire, qui permet de cultiver, de faire une action de cultiver, donc qui génère des ressources pour le clan. Et enfin, qui donne comme action de rune la possibilité d'échanger, de piocher une carte dans le paquet des cartes de leader et d'en défausser une. Enfin, on a Knut. Knut, lui, a 8 en capacité militaire. Il permet, par cette icône, de construire un navire. Et s'il réunit les conditions, de construire un second navire. Donc tout ça, attention, il y a des conditions préalables où il faut réunir des runes actives et il faut, bien sûr, pour construire des navires, disposer des ressources nécessaires, que ce soit l'action de leader ou que ce soit l'action de rune qu'il propose. Alors, au démarrage, je vais prendre la belle Revina qui va nous permettre d'accumuler des ressources. Donc, je vais mettre cette carte dans ma main et les 2 autres cartes vont retourner face cachée dans le deck du clan ennemi. Je prends un autre paquet de cartes et je procède de la même manière. Donc là, je regarde. Donc là, c'est Halfdan qui permet d'explorer. Ça, c'est une action d'exploration et qui permet, si on réunit suffisamment de runes de furie, de fureur des dieux, d'éliminer un colon adverse. Ouais, je vais le prendre parce que, en fait, ah oui, j'avais pas vu, cette rune-là est une rune de wealth, de richesse, et on est plutôt sur le terrain de l'IA, qui a déjà une rune de richesse. Parce qu'on va voir que les runes actives sont celles représentées par les jetons ou sur les cartes de leader. Je vais quand même le prendre, on va voir si on peut concurrencer l'IA sur les runes de richesse. Les 2 autres cartes sont mises dans le deck du clan ennemi. Je prends un autre paquet et là je vais encore aller chercher un nouveau leader. J'aimerais bien une action de navigation. Il n'y en a pas. Je vais prendre Bergjot, une forgeronne, qui va nous permettre d'aller chercher des ressources, mais aussi de construire un navire. Voilà, les 2 autres sont mises là. Il me faudrait vraiment une action de navigation. Une action de navigation, c'est ce symbole-là que je vais récupérer avec Astrid, qui a une forte capacité de combat. On a Irsa qui permettait de construire et Thorsten qui, lui, est plus un cultivateur. Ouais, donc on va prendre Astrid et les autres iront dans le deck du clan adverse. Alors, voilà notre main de cartes. On a bien 4 cartes. Il reste un paquet de 3 cartes. On va l'ajouter au deck du clan Ylfing. On remélange le paquet de cartes. Celui-ci va constituer la main de nos adversaires. Donc, je vais mettre ce paquet de cartes ici.
Voilà. Ça, je vais le monter un peu pour nous faire un peu de place. Ainsi s'achève la phase de draft. On est prêt à passer à la phase d'action, donc seconde phase de cette ère. Donc on passe à la deuxième phase d'action de la première ère, lors de laquelle chaque clan va effectuer 4 tours d'action. 4 tours d'action correspondant aux 4 cartes que j'ai dans la main en tant que joueur humain. C'est le joueur humain justement qui démarre. Donc pour jouer, il me suffit de choisir une carte leader et d'en appliquer les effets. Quand je joue une carte leader, j'ai la possibilité soit de la jouer face cachée, ce qui signifie dans ce cas-là que je démarre une bataille ou que je rejoins une bataille en cours. Au tour suivant, je reprendrai la carte que j'ai posée face cachée et j'utiliserai le score de force militaire du leader indiqué en haut de la carte, à côté de l'icône de bataille, là, avec les haches, l'épée et le bouclier. Donc là, par exemple, Astrid est une guerrière très puissante puisqu'elle a 12. En revanche, se jeter dans une bataille nous coûtera 2 ressources de type acier, comme indiqué par cette icône entourée de rouge. Donc pour pouvoir participer à une bataille avec Astrid, il faudra que j'ai suffisamment de capacité en acier, et donc que je dépense 2 points ici de cette ressource pour me lancer dans la bataille. Si je ne les ai pas, je ne peux pas effectuer cette action. Donc ça, c'est la première façon de jouer ma carte leader. Deuxième possibilité, quand on veut jouer une carte leader, c'est de la jouer face visible. Dans ce cas-là, ce n'est plus l'action militaire qui s'applique, mais l'action de leader et, si possible, l'action de rune. Je m'explique. L'action de leader, dans tous les cas, est une action obligatoire, mandatory. Donc, on va l'effectuer. Dans le cas d'Astrid, il s'agit d'une action de navigation qui permet de déplacer son Drakkar de 2 mouvements. Si je joue Astrid, donc je vais la jouer d'ailleurs, si je joue Astrid, je localise mon Drakkar là dans le fjord du sud-est, et je vais pouvoir me déplacer soit de 2 fjords, délimités par les voies navigables indiquées par les lignes là, soit 1, 2, soit de 1 fjord, et je vais pouvoir accoster auprès d'un village. D'ailleurs, j'en ai retiré un là. Donc, je vais pouvoir accoster auprès d'un village avec, ou d'un port, avec ou sans pion village présent au lieu d'accostage. Là, en l'occurrence, donc j'ai 2 mouvements. Pour un mouvement, je vais me déplacer dans ce fjord plus à l'ouest, et je vais aller accoster sur le village. Voilà, ça c'est mon action leader. Lorsque je joue cette carte, je vais activer cette rune de Fureur des Dieux, et à partir de maintenant, je pourrais la comptabiliser comme rune active pour cette ère de jeu. Une fois que j'ai terminé cette action, je peux effectuer les actions qui en découlent. Quand j'effectue une action de navigation et que j'ai accosté, notamment près d'un village, j'ai 2 actions possibles derrière. Première action, effectuer un raid sur un village qui existe. Là, en l'occurrence, il existe un village. Pour effectuer un raid, c'est simple. Alors, même s'il ne s'agit pas d'une action militaire en tant que telle, mais plutôt d'un pillage, je vais devoir y consacrer de la capacité militaire, donc de l'acier, puisque j'aurais dû affûter mes armes pour aller pour effectuer cette incursion. Et donc, lors de la première ère, je vais devoir dépenser 1 en acier. Donc là, j'ai 2 en acier au démarrage. Donc si je dépense 1 en acier, je peux effectuer ce raid sur ce village. Et dans ce cas-là, je prends le jeton de village et ce village est pillé par mes troupes. Ensuite, dans la mesure où j'ai accosté ici, je peux tout à fait débarquer des colons pour que ceux-ci posent le pied sur l'île
que je souhaite coloniser, en fait. Pour débarquer des colons, eh bien, c'est simple. Je vais devoir leur donner suffisamment de moyens de subsistance, donc je vais devoir les nourrir. Donc là, si je veux débarquer un colon, eh bien, comme indiqué ici, ça me coûte une nourriture. Puisque je dépense une nourriture, je peux faire débarquer un colon sur cette île. Et donc, je prends pied, je mets pied à terre, et je m'implante désormais sur cette île. Je peux tout à fait dépenser une seconde ressource pour faire débarquer un second colon. C'est ce qu'on va faire dans le cas présent. Comme ça, j'aurai déjà colonisé de manière un peu plus dense ce lieu-là. En revanche, je n'aurai plus de réserve de nourriture pour l'instant. Une fois que j'ai effectué ce raid, que j'ai effectué ce débarquement de colons, après avoir navigué et accosté, j'ai terminé mon tour d'action en ce qui concerne l'action de navigation. On voit déjà que c'est une action à tiroir qui permet de faire pas mal de choses. Ainsi, mon tour d'action est presque terminé. Je dis presque parce qu'il y a encore l'action de rune qu'on n'a pas vue, et puis avoir effectué toutes ces actions a des conséquences. Donc on va tout de suite examiner les conséquences de mes premières actions. Déjà, la conséquence d'avoir accosté, d'avoir permis à des colons de s'installer sur l'île, et tout ça en dehors du fait d'avoir pillé un village, permet d'exercer une influence sur ce territoire. Cette influence est mesurée de la manière suivante. Quand j'ai un drakkar ancré sur un lieu, donc sur un village, là en l'occurrence, ou sur un port, là, indiqué par un drakkar, j'exerce 2 points d'influence. Ensuite, quand j'ai des colons présents sur une île, eh bien j'exerce 1 point d'influence par colon. Dans la situation présente, puisque j'ai un drakkar, j'ai 2 points d'influence, plus 1 point d'influence par colon, donc là j'ai 2, plus 1, donc je suis à 4 en influence. Puisque j'ai l'influence majoritaire sur cette île, je gagne le contrôle de cette île et j'en récupère la rune. À partir de ce moment-là, j'ai une rune de Fureur des Dieux active pour mon clan. Puisque j'ai récupéré cette rune de Fureur des Dieux, je vais renforcer le pouvoir de Thor en augmentant son niveau de fureur de 1. Ça, c'est à chaque fois que je récupère une rune sur un territoire. Si je prends un peu de recul, je vois que j'ai une rune active issue de l'île et une rune active issue de mon leader. Donc j'ai bien 2 runes actives de Fureur des Dieux disponibles pour l'instant. Or, pour effectuer mon action de rune ici, je n'ai pas besoin de rune de Fureur des Dieux, mais j'ai besoin d'une rune de type secret, une rune rose, comme celle-là par exemple. Mais là, je n'en ai pas. Donc, je ne pourrais pas effectuer cette action-là. Ainsi, pour ce premier tour, je ne mettrai pas en œuvre l'action de rune. Donc, je vais passer. Et il me reste maintenant une action optionnelle qui concerne les villages. Puisque j'ai pillé un village et que j'ai récupéré un jeton de village, je peux dédier ce village à une divinité ou le consacrer ou l'utiliser pour alimenter une nouvelle action. Comment faire? Si je consacre ce village, si j'offre ce village en cadeau à une divinité, je vais prendre mon pion de village et le poser sur l'une des fiches de divinité, sur un emplacement indiqué par le symbole de Skali. Et en échange, je pourrais faire progresser de 2 le niveau de fureur d'Odin. De Thor, pardon. Voilà, ça c'est si j'utilise un emplacement sur l'une des divinités pour renforcer son niveau de fureur. En l'occurrence, là, c'est pas ce que je vais faire. J'ai aussi la possibilité d'utiliser ce village comme base pour réaliser une autre action. Comme base et comme ressource, en vérité, pour une autre action.
Ces actions sont indiquées sur le plateau R. Et donc, je peux me servir de ce village comme base pour effectuer une expédition de type pédestre. C'est-à-dire que je peux tout à fait, si je pose mon village ici, effectuer un déplacement d'un de mes colons présents sur un territoire vers un autre territoire en utilisant les voies navigables indiquées par les lignes blanches, à condition que celles-ci relient un territoire à un autre territoire. C'est-à-dire que je ne peux pas envoyer un de mes colons en dehors du plateau. Ça, c'est la première action. Deuxième action possible, je peux effectuer une action de navigation de 2 mouvements. Cette action de navigation consisterait à déplacer un deuxième, mon drakkar de 2, comme je l'ai fait là pendant ce tour-là. Et bien sûr, avec les actions consécutives derrière. Je peux également consacrer ce village à cultiver des ressources, ce qui me rapporte 2 ressources au choix parmi les 3 ressources dont je dispose. Enfin, je peux utiliser ce village en leur demandant de bâtir pour moi un nouveau drakkar, à condition d'avoir suffisamment de bois pour l'effectuer, puisque un drakkar peut être construit à l'aide de 2 points de bois, de 2 unités de bois, quand on construit le premier drakkar. Le deuxième drakkar devrait être bâti avec 3 unités de bois, et le troisième drakkar avec 4 unités de bois. Donc là, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce village pour récupérer quelques ressources qui me font relativement cruellement défaut, à savoir notamment les ressources de nourriture. Donc je vais dépenser ces deux ressources pour récupérer 2 points de nourriture. Voilà. Et là, j'aurai dédié le village que je viens de conquérir, en quelque sorte, à la culture de ressources pour nourrir mes guerriers, enfin mes colons. J'ai terminé mon action de leader, cette fois. J'ai effectué toutes les actions et les actions optionnelles qui en découlaient. Mon tour d'action est terminé. On passe au tour d'action de l'Automa. Alors que notre clan s'étend sur l'île du sud-est, eh bien, le clan Ylfing va agir maintenant. Et donc, pour ça, eh bien, on va jouer un peu de la même manière qu'un joueur humain, avec quelques petits aménagements. D'abord, on va piocher une carte dans son deck et la révéler. On révèle son leader, qui s'appelle Bjorn. Et ce leader a une rune active de secret. Il a 11 en capacité de combat, et c'est avec un coup en acier de 2. Mais de toute façon, le clan Ylfing ne dépense jamais les ressources pour agir. En tant qu'action de leader, il va pouvoir faire une action explorer x2. Et en tant qu'action de rune, il va pouvoir effectuer une action d'éliminer un colon adverse s'il a 3 runes de type Wealth actives pendant ce tour. On va déjà commencer de manière obligatoire par l'action de leader, à savoir l'action d'exploration. Alors, on pose la carte dans une rangée qu'on va appeler la rangée leader. Au-dessus, on aura la rangée bataille, qui n'existe pas encore, mais si on en a besoin, on aura une rangée de bataille au-dessus. Là, c'est la rangée leader. Et Bjorn va lancer une exploration des territoires voisins à l'île où il est implanté. Lui, il est implanté au nord. Et pour ce faire, eh bien, on regarde comment ça se passe dans le livret de règles. Alors, à page 20, on a le même icône, la même icône d'ailleurs. Et on voit ennemi, explore with a settler action. Donc attention, hein, c'est une action explorer x1. Or là, en l'occurrence, Bjorn explore x2. Donc on va effectuer 2 fois cette même action. À la place, donc celle-ci consiste en quoi? À la place de bouger un colon entre 2 îles adjacentes, on va suivre une ferry route, donc une voie navigable ici.
celle qui est située à partir du dock où est ancré le Chieftain Boat, comment ça s'appelle, le drakkar du clan Elfing, du chef de clan Elfing, ici, et qui conduit à un autre territoire, en l'occurrence là, puisque le drakkar est ancré ici, quand on suit le ferry route, on arrive sur cette île secret, enfin avec la rune secret, cette île de l'ouest, là, centrale de l'ouest. Cet itinéraire d'expédition va lui permettre d'envoyer un colon explorer cette île. Pour faire ça, eh bien, il va récupérer un colon depuis son playmat et l'envoyer sur l'île concernée. Dans la mesure où Bjorn est un grand explorateur, il envoie 2 colons explorer. Donc on prend un autre colon et de la même façon, il effectue cette même action. Ce qui signifie que à la fin de son action leader, il a bien envoyé 2 colons sur cette nouvelle île depuis la voie navigable qu'il a tracée à partir de son port d'implantation initiale. Il vient d'effectuer une action explorée, donc eh bien, les conséquences sont les mêmes que pour nous. Puisqu'il a effectué une action explorée et qu'il a mis le pied sur une île, on va regarder s'il prend le contrôle de cette île. Pour prendre le contrôle de cette île, comme pour nous, il faut au moins avoir un pied-à-terre sur l'île en question, donc un colon, et être majoritaire au niveau de l'influence. Puisqu'il a 2 colons sur cette île, il a 2 points d'influence. Donc il est bien majoritaire, il prend le contrôle de cette île, et il peut récupérer ainsi la rune de secret de cette île pour la mettre vers son plateau. Il augmente aussi le niveau de fureur de Sif, la déesse des cultures, et dirige désormais ce territoire. Ensuite, on va regarder s'il peut effectuer l'action rune. Pour effectuer cette action rune, il lui faut 3 runes actives de type Wealth. Il en a une, et uniquement une, puisqu'il n'a pas de carte autre qui présenterait cette même rune, et il a un seul jeton de cette rune active. Donc il ne peut pas faire cette action comme nous. On n'avait pas pu réaliser l'action à partir de la rune de secret, puisqu'on n'en disposait pas. Le tour d'action de Bjorn s'achève, et on peut procéder au deuxième tour d'action que nous allons débuter en jouant une nouvelle carte. Deuxième tour d'action de cette première ère, donc. Nous avons le choix entre 3 leaders. Revina, qui est plutôt une cultivatrice, qui peut nous rapporter des ressources. Halfdan, qui est plutôt un explorateur. Et Bergliot, donc, qui est une forgeronne et plutôt aussi liée à l'agriculture et qui nous permet de bâtir des navires. On voit d'ailleurs que pour bâtir un navire dans le cadre d'une action de rune, il nous faudra 2 runes actives de richesse. Or, on voit qu'avec les deux autres leaders, on pourrait récupérer ces 2 runes actives. Ce qui veut dire que on va peut-être jouer Bergliot lors du dernier tour d'action, histoire de bénéficier de cette action de rune. Par ailleurs, quand on regarde les actions de rune de Revina et de Halfdan, on remarque qu'eux-mêmes font appel à des runes de Fureur des Dieux. Or, on a déjà 2 runes de Fureur des Dieux actives pendant cette ère, ce qui va nous permettre de bénéficier de leurs effets. Donc justement,
je crois qu'on va jouer dans un premier temps, pour ce deuxième tour d'action, Revina. Revina qui est plutôt une cultivatrice, qui a 6 en capacité de bataille. Mais on va la jouer pour son action de leader. Donc, comme lors du premier tour, je pose Revina. Ainsi, j'active cette rune-là. Et je peux effectuer les actions qu'elle présente. Donc Revina est une cultivatrice. Elle a le souci de nos ressources. Donc elle nous rapporte 4 ressources au choix. Parmi les 3 ressources qu'on a à disposition. Alors, 4 ressources au choix. Qu'est-ce qu'il nous faut? J'aimerais bien qu'on bâtisse un... on va regarder ce qu'on a en main. On pourra bâtir un nouveau drakkar. Il nous faut 2 en bois, on les a. Pendant cette ère, on ne pourra pas en bâtir d'autres. On va pouvoir aller explorer. On va pouvoir cultiver encore. Donc, éventuellement, il va nous falloir plutôt de la nourriture pour pouvoir aller explorer. Et puis, on va préparer l'ère suivante. Donc, on va essayer d'optimiser toutes nos ressources. Il faut regarder aussi le coût des raids à venir, puisque les coûts des raids à venir vont augmenter, puisqu'on va partir plus loin, puisqu'on aura vraiment déjà conquis les villages qui sont à proximité de notre zone contrôlée. Donc les raids vont nous coûter plus cher en acier, donc il faut l'anticiper. Du coup, j'ai joué Revina, qui nous permet de cultiver des ressources. Et grâce à ça, je vais récupérer 2 points en nourriture, 1 point en bois et 1 point en acier. Ce qui m'amène à 2 en acier. Ah non, je vais faire plutôt 2 points en acier, 2 points en nourriture. Je vais rester à 2 en bois. 2 en bois parce que ça me suffit pour construire un drakkar. 3 en acier, ce qui me permettra de financer un raid éventuellement et peut-être une bataille. Et puis de la nourriture, ce qui me permettra d'envoyer de nouveaux colons sur des terres vierges. Et je vais regarder maintenant si je peux effectuer l'action de rune. L'action de rune consiste à piocher une carte et en défausser une. Alors une carte leader, alors on ne va pas la piocher dans la pioche de l'automa, mais dans la pioche des cartes qui restent, qui sont non utilisées, là-bas à côté du plateau. Pour faire ça, il me faut une rune active de type Fureur des dieux. Là, j'en ai 1, 2, donc je peux tout à fait effectuer cette action. Pour effectuer cette action, je vais simplement piocher une carte et regarder ce qu'elle me propose. Donc, cette carte leader s'appelle Trigve. Et donc, c'est de nouveau un cultivateur avec une force de combat supérieure à Revina et bien supérieure à Halfdan et à Bergliot. Voilà. En revanche, Trigve permet pas de... Trigve plutôt, ne me permet pas de bâtir un bateau. Donc je ne vais pas garder ce leader, je vais le défausser. Quand je défausse, je mets ça à côté de la pile des cartes non attribuées. Les actions de leader sont terminées. Je n'ai pas véritablement étendu mon territoire, donc je n'ai pas de question de contrôle à me poser. Je n'ai pas non plus effectué d'incursion dans un village, donc je n'ai pas d'action. Je n'ai pas de village à dédier à une action quelconque, ni à une divinité. Donc mon tour s'arrête. Et Revina a donc été une leader plutôt axée sur la pérennisation de nos ressources. Je passe au deuxième tour d'action du clan Ylfing en piochant une nouvelle carte de leader. Et cette fois, c'est Thorsten. Thorsten qui active une rune de richesse. Il a 1 plus son niveau de bois en capacité de combat. Alors c'est plutôt un charpentier, a priori. Charpentier qui doit construire des bateaux.
Non, c'est un charpentier. Il ne construit pas de bateau. Donc lui, il va permettre au camp Ilfing de cultiver des ressources. Sauf qu'à la différence de nous, si quand on cultive des ressources, ça renforce nos réserves, eh bien lui, non seulement ça va renforcer ses réserves, mais en plus, ça va lui permettre d'effectuer d'autres actions. Donc on va jouer cette carte et on va voir comment ça se passe. Lorsque donc Thorsten, pour le compte du camp Ilfing, agit, il produit 3 actions. Quand c'est le cas, 3 ressources. Quand c'est le cas, eh bien, cette production de ressources va provoquer l'avancée des différents stocks du clan dans l'ordre indiqué par la fiche du clan IA. Ainsi, on va déplacer, puisqu'on a 3, c'est ça, 3 ressources, eh bien on va déplacer de 1 chaque ressource en les faisant progresser sur les échelles qui correspondent à chacune d'entre elles. Quand un icône apparaît sous le jeton qu'on vient d'avancer, eh bien, il renvoie une action qui s'applique immédiatement. Donc là, par exemple, cette action correspond à une action sur le foot track, voilà, qui ressemble à ça. Donc c'est un jeton Drakkar qui vient sur un nouveau territoire, non, qui vient à côté du jeton de Drakkar du chef, on le voit. Donc là, il nous suffit d'additionner, d'ajouter un bateau depuis le clan mat, depuis ici, à l'endroit où est docké le Chieftain Boat, donc le Drakkar du leader. En fait, ce leader charpentier a ordonné la construction d'un nouveau bâtiment. Ensuite, pour voir si Thorsten peut effectuer cette action, on va regarder s'il a des runes actives disponibles de cette nature-là, donc de type Furie des Dieux. Or, là, quand on prend du recul, on voit qu'il a 2 runes Wells, 2 runes secrets, mais aucune rune de type Furie des Dieux, donc il ne peut pas effectuer cette action. Donc cette fois, comme nous, il n'a pas véritablement conquis de nouveaux territoires, mais il s'est développé à partir des territoires qu'il occupe déjà, notamment en bâtissant un nouveau navire qui lui permettra d'effectuer d'autres actions à l'avenir. Voilà, on a effectué 2 tours d'action, à la fois pour notre clan et le clan Ilfing, et maintenant on va continuer comme ça jusqu'à la fin de l'ère, jusqu'à avoir accompli 4 actions. À notre tour, il nous reste 2 cartes en main. Il nous reste 2 cartes en main. Alors, 2 cartes en main, et on peut, par exemple, envoyer Halfdan en expédition ou faire en sorte que Bergliot construise un navire. Pour construire un navire, elle doit disposer de deux runes actives de type Wells. Or, on n'en a qu'une pour l'instant. Pour disposer de 2 runes de ce type-là, il faudrait jouer Halfdan avant, mais ce qui sous-entend que Halfdan ne pourra pas effectuer son action de rune, puisque pour avoir 3 unités de runes de Fureur des Dieux, il faudrait qu'on joue Bergliot avant. Donc là, je suis face à une décision à prendre, mais je vais jouer Halfdan, parce que aller détruire des colons adverses, pour le moment, c'est pas ce qui m'intéresse en priorité, parce que pour l'instant, j'ai pas forcément envie de me rendre sur les îles occupées par mes ennemis, mais plutôt sur des îles non conquises pour l'instant. Et donc, je vais plutôt aller explorer par là-bas, voilà, vers le nord. Donc, je vais jouer Halfdan qui va remplir son rôle d'explorateur. Alors, on va voir comment ça marche. Explore with a settler.
Donc, on peut déplacer l'un de nos colons depuis une île adjacente vers une autre île adjacente en suivant une ferry route. Donc en fait, on peut utiliser n'importe quelle ferry route. C'est ce qu'on va faire. On va déplacer ce colon vers l'île du Nord, là-haut. Voilà, qui est fait. Est-ce qu'on a intérêt à faire ça, cela dit? Ouais. On va faire ça, parce que ça va nous rapporter une rune active de secret, ce qu'on n'a pas encore. Quand on a l'explore par 2, on peut déplacer le même explorateur de deux îles, de 2 mouvements, ou on peut déplacer 2 explorateurs. Ben, finalement, je ne vais pas faire ça, du coup. Je vais plutôt me explorer en suivant cette route ici, et puis je vais me redéplacer jusque là. Ce qui fait que je vais prendre le contrôle de cette île plutôt. Ce qui m'intéresse davantage. Voilà. Comme je suis majoritaire sur cette île, eh bien je vais regarder maintenant qui gagne le contrôle de cette île. Je suis le seul colon, donc c'est moi qui gagne le contrôle. Je gagne cette rune-là, ce qui me donne une nouvelle rune de richesse active, en plus de mes 2 runes de richesse. Là. Donc j'en ai désormais 3. Puisque j'ai pris le contrôle de cette île, que je suis le plus influent sur cette île, je regarde si je peux effectuer l'action de rune de Halfdan. Je ne peux pas puisque je n'ai pas suffisamment d'influence. Alors j'aurais peut-être pu le faire en allant explorer cette île-là finalement. Et j'aurais pu aller explorer cette île-là. Ah, c'est ça que je vais faire. Ouais. C'est ça que je vais faire. Plutôt qu'aller explorer cette île de l'ouest, là, je vais aller au nord-ouest. C'est-à-dire que je suis parti d'ici. Je vais faire un déplacement, 2 déplacements. Ce qui fait que je me rends là-haut. Et je récupère cette rune. Ainsi, j'ai 1, 2, 3 runes de type Fureur des Dieux. Je vais augmenter de 1 la Fureur d'Odin. Et en plus, puisque j'ai 3 runes de type Fureur des Dieux, je vais pouvoir appliquer le pouvoir de Halfdan. Alors, ce pouvoir est d'éliminer un colon adverse. Smite a settler. You may remove an opponent's settlers or 2 settlers from any island. Return them to their owner's mat. If others, they can be from the same opponent. Ok. Donc là, je peux tout à fait avoir, lors de mon périple, rencontrer des colons de mon adversaire et les avoir massacrés sur mon passage, ce que j'ai fait. Donc je peux tout à fait appliquer cet effet et éliminer un colon de cette île du Nord pour réduire l'influence du camp Ylfing sur cette zone. Et bien c'est ce que je vais faire. Donc voilà, j'ai changé un petit peu de cap dans mon action, mais ça me paraît préférable. Voilà pour mon tour de jeu. C'est maintenant au camp Ylfing de donner la place à un nouveau leader. Cette fois, c'est Karl. Karl qui active une rune de secret, qui est un puissant guerrier et qui est également un explorateur. Et qui va avoir à peu près les mêmes soucis que nous, à savoir éliminer des colons concurrents. Ouais, il n'a pas l'air commode, Karl, hein, soit dit en passant. J'aime beaucoup les illustrations qui font penser à des albums de contes et légendes de notre enfance et qui nous racontent déjà une histoire, quoi, quand on regarde. D'ailleurs, j'avais pas fait cette remarque, mais c'est vrai que les cartes sont magnifiquement illustrées, je trouve. Bien, donc notre adversaire, notre ennemi, lors de cette génération, va explorer principalement. Donc quand il explore, eh bien, on sait maintenant ce qu'il fait. Quand il explore, eh bien,
À la place de déplacer ces colons depuis une île qu'il occupe, il va en déployer depuis son mat. Donc, il fait 2 fois l'action. Donc, il va déployer, encore une fois, des colons à partir de son port d'attache. Il renvoie un nouveau colon sur l'île placée à l'ouest, là, l'île centrale de l'ouest, et un deuxième colon, pareil, sur l'île centrale de l'ouest. Il était déjà le plus influent sur cette île, donc ça ne change rien à la situation en matière de maîtrise de territoire. En revanche, on va regarder s'il a moyen d'éliminer un colon sur une île, sachant que lui, quand il fait cette action, en fait, alors ce n'est pas une des 4 actions principales, cette action se transforme en l'action correspondante à la rune de son playmat. Là, en l'occurrence, est-ce qu'il a les 3 icônes actives de richesse? Il en a 1, 2, donc il n'a pas assez pour effectuer cette action. Donc, l'action de Karl va s'arrêter là. Il aura limité ses agissements à l'exploration pendant ce tour. Ce qui est plutôt pas mal pour nous, puisque en plus, il a étendu son exploration sur un territoire qu'il connaissait, même s'il a ancré son pouvoir, sa domination, il n'a pas trop mis en jeu notre implantation, donc c'est pas mal de ce point de vue-là. Par contre, lui forme un bloc et nous, on est relativement éclaté. Il va falloir régler ça, notamment en venant peut-être l'embêter ici un petit peu au nord. Donc là, on a déjà une stratégie qui commence à se dessiner et c'est peut-être celle-là qu'il faudra alimenter à travers les actions des générations à venir. Justement, on passe à une nouvelle phase d'action et c'est la dernière phase de cette ère, donc à une nouvelle génération. Cette génération va être dirigée par Bergliot. Bergliot qui est plus axé sur le développement de nos ressources et de nos moyens et de notre flotte. Donc on va jouer Bergliot, comme ça. Elle nous rapporte une nouvelle rune active en matière de furie des dieux. Et 2 nouvelles ressources. Alors cette fois, on va... qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va prendre un acier supplémentaire et une nourriture supplémentaire. On va préparer des phases de raid pour venir chercher des phases militaires pour venir chercher ce territoire-là. Donc là, je prépare les ressources nécessaires à cette invasion. Ça, c'était pour son action de leader. Je ne prends pas de nouveau contrôle sur un nouveau territoire. Il n'y a pas de questions à se poser à ce niveau-là. Donc, je passe tout de suite à sa phase d'action de rune. Et cette action de rune me conduit et me permet, en échange de la maîtrise de 2 runes de richesse, de bâtir un nouveau navire. Pour bâtir un navire, il va falloir que je dépense 2 bois, ce que je fais immédiatement. Et je construis un de ces navires. Alors, pour construire un de ces navires, je ne sais plus où je peux le poser, mais je pense que je peux le poser dans un des ports que je maîtrise. Je vais regarder ça tout de suite. Build. Donc, on dépense le bois pour construire un autre... on peut construire un autre navire ou un scali. Donc on va déplacer cette construction depuis notre clan mat sur le plateau. Donc on a déjà payé le coût en bois. Si c'est un bateau, eh bien on va le placer dans un fjord adjacent à n'importe quelle région qui est déjà occupée par nos colons. Donc eh bien je peux le mettre là, 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 ou là, 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 ou là. Je vais le placer, ici, pour qu'il rejoigne au plus vite les côtes de cette île et venir renforcer mon influence à cet endroit-là, puisque là, il n'est pas docké.
Mais s'il peut venir se docker vers un village, il apportera 2 points d'influence supplémentaires sur cette zone. Alors c'est un peu dangereux parce que je ne renforce pas ma puissance ici, mais je le ferai au prochain tour, je pense. Donc là, ça met fin à mon action de rune pour Bergliot qui s'est implanté dans les territoires du Nord de manière plus durable, avec de nouveaux moyens. Et du coup, ces moyens nous permettront d'accroître nos cultures et d'augmenter nos réserves au moment des récoltes. Donc ça, c'est pas mal. Et il ne faudra pas que je l'oublie. Mon 4e tour est terminé. C'est le 4e tour du clan Ilfing. Alors c'est Knut cette fois qui va prendre la tête du clan. Il active une 3e rune de Wells. C'est un guerrier assez puissant. C'est un guerrier bâtisseur qui va accroître la puissance maritime du clan en construisant un navire. Donc pour construire un navire, eh bien on l'a vu, le clan Ilfing, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne paye pas de bois. Par contre, il va placer son navire le plus à gauche, à côté de son drakkar, son Chieftain-boat, son drakkar du Jarl. C'est ça. Mais comme il y a déjà un drakkar à côté, eh bien, on va devoir le décaler vers un autre dock, je crois. C'est ça. If there is already a boat at the Chieftain-boat dock, then place it on the closest closewise dock. Donc on doit positionner ce nouveau drakkar, non pas au même endroit que les 2 drakkars précédents, mais à côté. Enfin, on doit l'amarrer au port le plus proche dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on va l'amarrer à cet endroit. Ensuite, eh bien, on va regarder si Knut peut effectuer son action de rune. Pour cela, il lui faut avoir 2 runes actives de secret. Il les a, hein, puisqu'il en a 1, 2, 3. Donc il peut tout à fait effectuer cette nouvelle action de construction. Ce qui va lui permettre de construire encore un nouveau navire. Et de la même manière, il ne va pas l'amarrer à côté du drakkar du chef, ni ici, puisqu'il est déjà, ce port est déjà occupé. Donc on va continuer dans le sens des aiguilles d'une montre. Et il va venir amarrer ce navire ici, à côté de ce village. Donc là, on voit que l'île du Nord, même si ses colons sont un peu moins présents, est totalement gouvernée et maîtrisée grâce à sa flotte, qui s'est bien étendue grâce notamment aux actions conjuguées de Karl et de Knut lors de ces 2 générations à la fin de cette première ère. Donc le clan Ilfing est un clan plutôt axé sur la puissance maritime de ses drakkars. Ainsi, on a effectué 4 actions pour chaque clan. Donc on va passer désormais à la 3e phase. Et la 3e phase de la première ère est assez simple et rapide, puisqu'elle consiste simplement à récupérer toutes les cartes vikings du clan ennemi et de notre clan, et de placer celle-ci dans la défausse commune. À côté de la pioche commune, justement, des cartes vikings. Voilà qui met fin à la première ère de nos clans et à notre premier épisode consacré à ce Tiny Epics Vikings. On était relativement axé sur les mécaniques de jeu, hein, pour le moment. J'ai pas du tout joué dans une dimension narrative ou voilà, qui permet de se plonger et de s'immerger davantage dans l'ambiance viking, mais je pense que pour les manches à venir, ce sera le cas, puisqu'on voit que ce jeu
nous permet de nous figurer les actions de leader, l'évolution de nos clans, et de comprendre un petit peu comment les choses se passent. Alors, durant cette première ère, il n'y a pas eu de bataille. Voilà, moi, je n'ai pas souhaité lancer de guerre parce que j'avais des leaders plutôt centrés sur le développement de nos territoires. Donc, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, je pense que les ères suivantes, en fonction de nos leaders, seront marquées par davantage de conflits et peut-être, et certainement d'ailleurs, vu la configuration de la carte, des guerres liées aux ressources et aux territoires qui vont devenir de plus en plus étroits à mesure que nos clans se développent, bien sûr. Donc je pense que la prochaine ère va être davantage marquée par les conflits. Voilà, bah écoutez, ça met fin à cette première vidéo consacrée à Tiny Epics Vikings. J'espère qu'elle vous a permis de vous approprier déjà le fonctionnement du jeu. Et du coup, je vous retrouve très très bientôt pour la suite de notre partie. En attendant, portez-vous bien, je vous embrasse, salut!